Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Céline Tran dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir au centre Thérapia dans le 10e arrondissement de Paris. Oui, c'est le centre où j'exerce en tant que coach. Donc je me suis dit que c'était l'idéal puisqu'on est dans un lieu qui inspire le bien-être. Céline, qui es-tu vraiment ? Oh, question existentielle, j'aime bien. C'est une question que je me pose tous les jours. Alors, la réponse va être exceptionnelle. Non, j'en suis à un moment de ma vie où je sais qui je suis. Et je peux le dire avec beaucoup de sérénité. J'ai 44 ans, j'ai eu un parcours de vie assez extrême avec beaucoup de rebondissements. Et aujourd'hui, je sais qui je suis. Maintenant, le dire, tu sais, c'est plus une histoire de ressenti, de être. Les mots, ça quelque part, ça corrompt déjà l'essence. Donc, si tu veux une réponse, je suis Céline, je suis la fille de mes parents, je suis la sœur de mes deux frères, je suis coach, accompagnante, je suis une femme, un être humain avant tout, et je suis heureuse et la compagne de mon être aimé. Céline, face au miroir, je te montre ce miroir-là que tu regardes, que tu prendras en main. Oui. De La Série. Que vois-tu dans ce miroir ? Ça me fait penser à la scène de Blanche-Neige. C'est drôle que tu me dises ça parce que dernièrement j'ai fait une séance avec une femme à qui j'ai tendu un miroir et je lui ai demandé de s'observer, et très vite il y a des larmes qui ont surgi parce qu'on est dans un monde très narcissique mais on prend pas forcément le temps de se regarder vraiment. Et moi dans ce miroir je vois une femme qui pour qui j'ai de la tendresse, envers qui j'ai un regard critique aussi, où je me dis, oh tiens, faudrait que je fasse un peu plus de sport, tiens, il y a des nouvelles rides qui apparaissent, mais je vois avant tout un être qui fait de son mieux, et c'est déjà pas mal, et qui a sa place dans ce monde, alors que ce n'était pas forcément si clair que ça auparavant. C'est-à-dire, ce n'était pas aussi clair que ça auparavant. Toute vie est un chemin initiatique, et je considère qu'on est tous le héros de l'histoire qu'on décide d'écrire, sauf que on a parfois tendance à oublier que c'est à nous de l'écrire, et en fonction de notre éducation, de notre conditionnement, de la société dans laquelle on a grandi, eh bien on peut avoir intégré en soi l'idée que ce sont les autres qui vont faire ces choix ou qui vont nous orienter. Or, j'ai fini par comprendre que c'était à moi d'écrire mon histoire, de faire mes choix, de prendre mes responsabilités, et que si c'est une chance d'être libre et d'en avoir conscience, c'est aussi une exigence que de faire des choix pleinement. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on fait sa place en fait. C'est à nous de la faire, et ce n'est pas aux autres de nous la créer. Si on attend après les autres, on se fait bouffer, ou alors on se retrouve à une place qui n'est pas la nôtre. Céline, que signifie pour toi le mot liberté ? Ah, la liberté. C'est un mot qu'on associe beaucoup à mon parcours. Pour moi, la liberté, ce n'est pas transgresser, et c'est l'erreur que j'ai pu faire auparavant, de penser qu'en transgressant on devenait libre, et en même temps c'est un mouvement qui est plutôt légitime quand on veut s'affranchir. C'est souvent ce qu'on expérimente à l'âge de l'adolescence, ou même plus tôt, enfant, quand on apprend à dire le premier non. C'est aussi la liberté de s'émanciper, de faire ses propres choix, de quitter une vie, de quitter quelqu'un. Mais pour moi, la vraie liberté, c'est être au-delà de ça. La liberté, justement, se vit en dehors d'un cadre, c'est être. Tant qu'on se définit par rapport à quelqu'un, par rapport à un concept, pour moi, on n'est pas encore dans la liberté. On est dans un mouvement, mais on n'est pas dans la liberté. Être libre, c'est être. Tu parles de l'enfance, ça tombe bien. Que dirait aujourd'hui Céline à l'enfant que tu étais ? Cette question me fait sourire parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en hypnose.
où on plonge la personne dans un état de conscience modifié qui va vraiment lui permettre de vivre cette rencontre, de pas juste la visualiser, la mentaliser. Et effectivement, c'est hyper intéressant de faire cette expérience. Moi, si j'avais l'occasion, et je l'ai fait sous hypnose déjà, ça m'a énormément apporté. Mais voilà, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer cette petite fille que j'ai pu être, ce que je lui ai dit, c'est qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et waouh, ça fait beaucoup de bien. Ça soulage énormément. Et puis après, il y a plein de petits conseils aussi d'adultes qu'on peut glisser à l'enfant. De dire, tu sais, plus tard, ça va aller. Ça va aller. Ça sera pas toujours facile. Tu feras des erreurs et ça ira. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu rencontreras parfois des personnes en qui tu auras confiance et tu seras déçu. Et ça ira quand même parce que tu apprendras. Mais la grande leçon pour moi, c'est ça. C'est tu n'as pas besoin d'être parfait, d'être parfaite pour être aimée. Aujourd'hui, tu es coach en développement personnel. Qu'est-ce que le coaching et le développement personnel ? Je dis coaching parce que clairement, c'est un mot un peu fourre-tout. En fait, dans le coaching, je mets plein de compétences différentes. Moi, ma spécialité, c'est l'hypnose ericksonienne. Donc, c'est un outil, une technique qui est très, très, très utile, qui m'a beaucoup accompagnée sur mon cheminement. Et l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle s'intéresse vraiment à la partie émotionnelle, mais aussi au corps, en mettant un peu de côté justement le mental qui a tendance à nous parasiter et justement à nous embourber dans des croyances ou voilà, dans des blocages qui vont persister. Donc j'utilise l'hypnose en particulier pour l'accompagnement des troubles de la sexualité parce que c'est vraiment ma spécialité. Je suis aussi formatrice à l'Arche à Paris. Je travaille aussi beaucoup autour de la confiance en soi, l'estime de soi qui sont au cœur finalement de la plupart des problématiques. J'accompagne les traumas. À mon niveau, bien sûr, je suis pas guérisseuse et je suis pas là pour sauver les gens, je reste à ma place. Et puis j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que j'ai un parcours souvent qui inspire dans le sens où je sais ce que c'est que le succès, en tout cas de réussir dans sa profession. Je sais que d'être addict. Le sexe, le travail, le sport. Je sais ce que c'est aussi que d'être dans un rapport à l'image, d'en être dépossédé aussi, d'être dans un rapport à l'argent qui peut être déstabilisant, d'avoir du pouvoir aussi et à un moment donné de se retrouver avec cette conscience que merde en fait là je suis plus en accord avec mon boulot, ça correspond plus à mes valeurs, qu'est-ce que je fais ? Donc tout ça fait que j'accompagne des personnes qui sont dans des changements de vie ou qui sont dans des réflexions par rapport à leur travail et leur rapport à la performance. Et puis à côté de ça aussi, je travaille autour du corps. Je suis certifiée en massage bien-être, en massage thaï, en yoga. Et donc je combine tout ça pour faire du coaching, de l'accompagnement. Et le coaching, c'est aussi parfois être directif. Donc voilà, il y a en fonction des besoins de la personne, en fonction aussi de son profil, je vais aussi l'amener à rentrer en action, à lui donner ce qu'on appelle des prescriptions de tâches. Apprendre à se connaître et être le meilleur de soi. Et quel est justement le portrait type de ton client ? Un chef d'entreprise qui a beaucoup de responsabilités, qui est passionné par son travail, qui est brillant, qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent et qui à un moment donné se retrouve avec un vide. Soit la personne sort du burn-out, soit elle est en train de le frôler. Dans la vie privée, il y a de la distance avec son épouse, plus vraiment de sexualité, ou alors il y a aussi de l'addiction. Ça peut être un homme célibataire et qui va combler le vide en recourant au service d'escorte ou qui va être dans les relations sans lendemain. Et bien souvent il y a ça en fait. C'est d'un côté le succès, toutes les cases cochées du succès. Et en même temps, une immense solitude avec le constat que finalement, il se sent pas vraiment à sa place et il faut réagir. Et donc, moi, je vais l'accompagner à plusieurs niveaux, justement, sur le mental, la gestion du stress, l'organisation, les valeurs, le rapport au succès. Je vais l'accompagner sur ses émotions. Bien souvent, on va remonter aussi le rapport à l'éducation et aux parents, d'où vient en fait toute cette envie de partir dans cette course effrénée par rapport au travail. Et puis, je vais accompagner autour du corps. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi une clientèle qui va être plus axée troubles de la sexualité et j'accompagne
j'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu des abus et qui souffrent de ça dans leur vie de couple. As-tu dans ta clientèle des gens célèbres? Oui, j'en ai. J'ai des artistes, j'ai des sportifs de haut niveau, puis des personnes qui font du business et qui sont, on va dire, qui sont très en place. Mais c'est vrai que je communique pas là-dessus. Pourtant, certains me disaient, ah bah tiens, on pourrait faire un selfie ou autre. En fait, ça m'intéresse pas parce que pour moi, il y a un temps pour tout en fait. Mais oui, j'ai des personnes qui sont confrontées à la célébrité et qui se sentent aussi en sécurité parce qu'elles savent que tout ça reste confidentiel. Céline, je veux que tu nous fasses partager ton plus grand regret. Je veux carrément, c'est un ordre. Je veux, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la série. Non, pas du tout. Je souhaite que tu nous fasses partager ton plus grand regret et j'en veux un. Moi, mon regret, justement, tu vois, quand j'en reviens à cette petite fille là, qui n'avait pas conscience qu'elle avait le droit de faire des erreurs et qu'elle avait le droit de prendre sa place en faisant ses choix. Et mon grand regret, c'est quelque part, c'est de ne pas avoir eu quelqu'un qui ait pu me le dire, ça, parce que ça m'aurait clairement permis de faire d'autres choix. Et la voie de la pornographie, honnêtement, avec le recul aujourd'hui, oui, clairement, avec ce que je sais aujourd'hui, avec qui je suis aujourd'hui, je ferai un autre choix. Donc oui, c'est une forme de regret de se dire putain, c'est dommage que j'ai pas eu plus confiance en moi et que j'ai pas choisi une voie qui m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite vers les autres, plutôt que d'être tourné vers moi et vers ma petite personne. Si tu devais le refaire, tu ne le referais pas, non, la pornographie. je le referais pas. Et pourquoi tu ne referais pas ce choix-là? Au moment où je l'ai fait, j'étais intègre. Donc si tu veux, je le vis bien et je l'assume parce que ça me semblait juste. J'étais naïve et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'indulgence. Il faut être indulgent vis-à-vis de la personne qu'on a pu être qui a fait des erreurs. C'est pour ça que je suis pas en train de m'auto-flageller en me disant c'est horrible, je suis une mauvaise personne. Non, c'est un regret mesuré quand même, mais je ne le referai pas parce que c'était pas la bonne solution. Mais au moment où je l'ai fait, je pensais que c'était une solution. Face à la question qui je suis, et surtout je voulais explorer, apprendre à me connaître à travers le corps. À ce moment-là, j'avais tellement de rage en moi, j'avais un tel besoin de transgression, de me révolter, que ça a été presque une évidence, et aussi parce que j'ai fait des rencontres qui ont amené ça. Peut-être que ça aurait été plus constructif de se diriger vers le sport, vers l'artistique, puisque c'était d'ailleurs ça qui m'attirait le plus, d'utiliser mon corps autrement pour éviter de m'exposer à certains dangers. Je pense que j'en suis très bien tirée, j'ai beaucoup de chance, parce qu'aujourd'hui je suis épanouie et tout va bien, mais en y réfléchissant, je me dis waouh, je me suis quand même exposée à des situations qui étaient limites et qui auraient pu dégénérer beaucoup plus. Lesquelles par exemple? Les addictions au-delà même du sexe? À partir du moment où tu as des rapports sexuels non protégés, même s'il y a des tests et tout ça, au bout d'un moment, c'est mettre en danger sa santé. Et puis, ça reste un boulot, ça reste une industrie où on met en jeu son corps. Donc, on a beau dire, oui, c'est un job, c'est qu'un job, ça se passe dans de bonnes conditions parce que j'ai travaillé dans d'excellentes conditions et franchement, je suis pas en train de dénigrer le milieu de la pornographie, même s'il a clairement ses travers, mais c'est pas anodin en fait que de partager son corps et de le montrer. Toutes ces images restent. Aujourd'hui, il y a un impact. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont accès à ces contenus. C'est pas normal. Et donc, pour moi, oui, un autre grand regret, c'est ça. C'est de se dire, mince, j'ai signé ces contrats, j'ai pas voulu ça, j'ai pas voulu que ça soit diffusé en gratuit, exposé aux enfants. N'empêche que aujourd'hui c'est la réalité, donc j'ai une part de responsabilité. Et ça c'est grave en fait, de se dire que les scènes que j'ai pu tourner destinées aux adultes, au moment où je les tournais, j'étais dans une forme de bienveillance en quelque sorte. C'était très naïf, c'était avoir du plaisir et permettre aux autres d'en avoir. Mais c'est pas que ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué, justement, d'avoir été Katsuni dans une autre vie. Non, c'est pas compliqué parce que justement, ça fait partie du passé. La petite parenthèse, la petite note que je souhaite aussi rajouter, c'est que quand on fait ce type de métier, on est dissocié, comme beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au corps, une distance qui fait que on fait les choses, mais on n'est pas vraiment présent à soi. Et quelque part, c'est bien confortable. Aujourd'hui, je suis réassociée. Aujourd'hui, je suis Céline. Je suis moi et je suis sereine. Et donc, je me sens bien.
parce que j'ai aussi conscience que cette carrière de 13 ans, c'était une expérimentation. C'est une part de mon histoire qui n'est pas glorieuse, qui ne me rend pas forcément fière, mais qui a sa valeur aussi. Et en fait, ça a sa place. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, d'ailleurs, d'être d'autant plus légitime dans mes accompagnements, d'être au plus près des problématiques des gens qui viennent me voir, parce que je sens, me projeter et dire que je sais tout. La sexualité, je la connais dans la chair, je la connais dans sa dimension de désir, de fantasme, mais aussi de souffrance. Et je sais ce que c'est que d'être dans la frustration, que d'être dépossédé de soi. Et c'est important parce que être un bon coach, une bonne accompagnante, c'est pas être que dans la parole et la théorie, c'est aussi être dans le corps. En 2010, tu as été animatrice de télé sur MCM. Ah oui, oh là là, c'est vieux ça. Oui. Pourquoi tu n'as pas continué à présenter des émissions ? J'aurais volontiers aimé continuer, mais c'est vrai que ça a été censuré et à juste titre parce que il s'agissait d'une émission qui diffusait des hentai. Oui. Et je t'avoue que moi-même j'étais choquée du contenu parce que c'était waouh, alors là la transgression elle y allait fort. Comme c'était de l'animé, forcément je me disais bon c'est quand même pas si grave, mais enfin quand même je reconnais que c'était j'ai pas trop été étonnée que ça ait été censuré. J'aimerais bien, mais il faut reconnaître que l'étiquette X reste très forte. Donc si moi je suis passée à autre chose, pour les prods, pour les autres, pas forcément. L'étiquette Katsuni reste très ancrée pour beaucoup de monde et ça peut effrayer. Et c'est pas grave, je peux le comprendre, ça m'empêche pas de bosser et peut-être qu'un jour j'aurai mon émission. Si on te proposait aujourd'hui d'animer une émission, quel en serait le concept ? Alors le concept, ce serait justement d'être dans cette même dynamique de développement personnel, d'accompagnement, de parler de la sexualité des gens, de leur intimité, parce que c'est un tabou. On a l'impression que dès qu'on parle de sexualité, les gens font les yeux ronds parce qu'ils font tout de suite l'amalgame entre sexualité et pornographie. Et c'est bien ça le problème. Et c'est bien ça le problème vis-à-vis des jeunes générations, c'est qu'on ne leur propose que ça. Donc il y a beaucoup de podcasts, heureusement, il y a beaucoup de contenu sur Internet, mais il me semble qu'à la télé, il manque cruellement d'une émission qui en parle ouvertement et qui soit d'ailleurs dans un discours de prévention, mais non moralisateur. Donc j'adorerais être dans une émission qui parle de ça, mais qui parle pas seulement de sexualité, qui parle aussi justement de développement personnel, du rapport à soi, de l'estime, de toutes ces choses qui font partie de notre vie. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'être dans l'action, d'être dans l'exploration, de découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles cultures. Moi, je voulais être ethnologue quand j'étais étudiante, c'était mon rêve de gamine. Donc, ça pourrait aussi être ça, d'être dans une émission qui soit pas une émission de plateau, mais qui soit une émission d'exploration et de parler finalement de l'humain au milieu de tout ça. Céline, quel regard portes-tu sur notre société ? Oula. Merci de ta réponse. Elle me suffit largement. Ton rire me suffit largement. Pour moi, ton sourire aussi. Pour moi, on est juste en train de vivre une lente fin du monde. On a tendance à idéaliser la fin du monde au cinéma. En général, ça se passe en 24 heures, 48 heures, et c'est un truc spectaculaire, grandiose, où des héros se révèlent et en fait, non. La fin du monde, ça peut être un scénario beaucoup plus chiant qui s'étale sur plusieurs années. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on est en plein dedans, qu'on s'embourbe. Bien sûr qu'il y a de belles choses tant qu'il y a de la vie, on va dire qu'il y a de l'espoir, n'est-ce pas, mais le regard que je porte, si tu connais la série Black Mirror, c'est le regard que j'ai sur cette société-là. Ça va très vite, on est beaucoup axé sur la perf, mais une perf qui n'est pas nourrie de sens. Regarde tout le débat qu'on a autour de ChatGPT en ce moment, c'est oups. Ah bah ça alors, c'est bien con, on a fait un super outil ultra performant. D'accord, mais au milieu de tout ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont morfler. Super, mais en fait, on est en train de faire quoi ? J'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans le scénario de Terminator à l'ère de Skynet.
Et notre fin du monde, on l'aura bien mérité quelque part. Donc j'aime l'être humain autant que je le méprise. Mais je me dis que si à ma petite échelle, je peux permettre de réajuster certaines choses, d'aider des personnes à, en tout cas, mieux vivre dans cette société, c'est déjà pas mal. Céline, c'est quoi le bonheur pour toi ? Le bonheur, c'est un état. Et je crois que l'erreur, c'est de confondre l'état et la sensation. Céline, amoureuse. Ah. Quel genre d'amoureuse es-tu ? Parlons d'amour. Parlons d'amour. Quelle amoureuse je suis ? Oui. Je suis une amoureuse passionnée, entière, fleur bleue, joueuse, exclusive. Ah, exclusive. Ah oui, c'est important. Jalouse ? Quand je dis exclusive, c'est au sens où, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de l'absolu. Chose qui n'est pas simple à vivre quand on n'est pas avec la bonne personne. Sauf que parfois, on pense être avec la bonne personne. Mais il y a un décalage. C'est comme si on dansait, mais pas au même tempo, ou qu'on se marchait sur les pieds. Et ça a été le cas de toutes mes relations amoureuses précédentes, où il y avait la volonté d'être dans cette absolu. Mais ça le faisait pas. Et un jour, il y a une évidence. Et j'y croyais pas, j'y croyais plus. J'en rêvais, mais j'y croyais plus. Je me disais, je suis peut-être trop exigeante. Ou, oui, au bout d'un moment, il faut apprendre à faire des compromis, à aller vers l'autre, lâcher certaines choses, ou juste de reconnaître que je ne pourrais pas tout partager avec cette personne, ou qu'elle ne pourra pas tout accepter de moi. Oh, puis merde, je suis bien seule, en fait. Moi, j'aime être heureuse, j'aime la solitude, et j'ai suffisamment de choses pour nourrir ma vie, pour être heureuse seule, et ça m'allait très bien. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi amoureux de la solitude, et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, ça s'est fait de manière très naturelle et très progressive. Mais je me souviens de cette fois où il m'a dit, est-ce que tu veux bien partager cette solitude à deux ? Et j'ai trouvé ça tellement évident et tellement beau aussi, d'aimer être seul à deux. Pas au sens où on est dans la distance, mais dans le sens où on peut passer des heures à être en silence côte à côte et savoir qu'on est connecté, ou de sentir qu'il n'y a pas besoin de démontrer, de justifier. On peut juste être individuellement, pleinement, et être ensemble. Et pour moi, c'est ça l'amour. Et ton amoureux, tu l'as rencontré dans quelles circonstances ? Dans un cours de kung-fu. Ouais, dans un cours de kung-fu, parce que figure-toi que l'année dernière, je me suis retrouvée, il y a 2 ans, je me suis retrouvée à être contactée pour être la doublure cascade de Michelle Yeoh pour la série The Witcher sur Netflix. Proposition complètement absurde qui m'est tombée dessus comme un cadeau. Je ne suis pas cascadeuse, mais bon, j'avais suffisamment de compétences en tout cas pour remplir le job à ce moment-là. Et donc ça a été la grosse panique parce qu'il fallait avoir quand même quelques bagages en kung-fu, et moi mon bagage c'est le taekwondo et le karaté, donc pas du tout. Je suis dans le Japon et la Corée, et je suis pas dans la Chine. Donc j'ai contacté un ami prof de kung-fu, et il se trouve que le jour où j'ai eu ce cours particulier, il avait un ami qui était de passage à Paris et qui est un expert en la matière. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et c'est drôle parce que j'étais pas trop contente qu'il soit là au départ, en me disant mais c'est qui ce mec qui débarque ? C'était pas prévu. Après quand j'ai compris de quel grade il était, je me suis dit ah ouais quand même, j'ai de la chance, je vais faire profil bas et je vais profiter de cette leçon. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors pourquoi est-il si extraordinaire, ton amoureux ? Il est extraordinaire à tellement de plans. C'est vrai que je l'admire énormément parce qu'il a énormément de compétences, de connaissances. C'est quelqu'un qui est passionné, entier, spécifique, qui est érudit, qui est autant dans le corps que dans l'émotionnel, que l'énergétique, parce qu'il est aussi praticien en médecine chinoise. Il est dans une exigence absolue. Mais surtout, c'est un être humain qui a un cœur, qui a des valeurs très fortes, qui est d'une sensibilité aussi très forte. C'est vraiment c'est un être humain de qualité. En fait, c'est quelqu'un de bien profondément. Et au-delà de l'admiration que j'ai pour lui, c'est quelqu'un d'exceptionnel parce que je me sens aimée et moi-même face à lui. Je me sens totalement regardée, considérée. C'est la première fois que tu es autant amoureuse ? Mais c'est la première fois que je suis vraiment amoureuse, que je suis vraiment dans l'amour. Ça avait quel effet ? Sans manquer de respect aux personnes que j'ai pu rencontrer auparavant. Bien sûr qu'il y avait des papillons dans le ventre, il y avait de l'attirance, il y avait de la complicité. Mais pour moi, l'amour, je le vis vraiment aujourd'hui. C'est l'homme de ta vie ? Mais complètement, il n'y a aucun doute. Quels sont vos projets d'amoureux ? Non, mais je me vois vieillir avec lui, je suis sereine par rapport à ça. Il n'y a pas cette angoisse que j'avais pu avoir avant, qui était liée à une exigence de performance. Là, je sais qu'on s'appartient l'un à l'autre, on le sait.
on le sent surtout. Et du coup, les projets, c'est de continuer à prendre soin de nous, à vieillir bien. Et ça nécessite justement de prendre soin de notre santé et d'être toujours en présence, d'être toujours en conscience. Pour moi, c'est ça le secret d'une relation réussie et qui perdure. C'est de chaque instant compte, chaque instant est précieux. Le projet d'être à 3, 4, 5, 6, tu me dis stop quand tu veux. J'ai 44 ans, cher monsieur. Oui, chère madame, vous avez 44 ans, vous ne les paraissez pas. Un chat ou un Welsh Corgi, oui. Tu as fait le deuil d'être mère. Je pense que c'est quand on fait le deuil que les choses peuvent se produire. Si on se met la pression, c'est pas bon. Il n'y a pas de il faut. Et puis je pense qu'il faut être très pragmatique. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique en fait. Donc du coup, je connais les limites biologiques. Tu peux encore à 44 ans avoir un enfant. Les chances sont vraiment très 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 minimes. Mais en as-tu réellement le désir? J'en ai le désir, mais c'est un désir qui reste, il n'y a pas d'attente de résultat. Donc ça serait merveilleux que ça puisse se produire, mais je suis pas dans cette recherche-là pour autant. Avez-vous pensé à l'adoption? Non, ça n'aurait pas... oui, à la limite, ça aurait plus de sens d'adopter que de recourir à une PMA, clairement. Mais c'est pas dans les projets, là. On prend soin déjà de nous, on prend soin des autres. Franchement, c'est déjà beaucoup. Et le mariage? Oui, on va se marier. C'est une très bonne nouvelle. En 2024, l'année du dragon, nous serons mariés et ça a du sens. Alors c'est drôle, on était tous les deux contre le mariage, mais là ça a du sens parce que c'est sacré, vraiment, il y a une dimension sacrée. Donc c'est important. Et on le fait pour nous, on le fait pas pour la société, les autres ou les impôts. On le fait parce que ça a du sens. Céline Tran, pour terminer cette discussion, je t'invite à laisser un message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous accompagner. Quel est ton message? Mon message, c'est juste cette petite phrase, peut-être, qui résonnera pour plus ou moins pour certains ou certaines. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, d'être parfaite pour être aimé et pour vous aimer. Céline, tu es une très belle personne et une personne utile. Porte-toi bien et sois intensément heureuse. Eh bien, je te renvoie les mêmes paroles et je le pense sincèrement. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.